c'est Tatanixua et bienvenue dans cette première vidéo qui marque le début de la saison 3, les conseils de publication. Alors ça y est, vous vous êtes relus, vos bêtas ont analysé votre récit, vous avez même corrigé votre texte, il est temps de passer à l'étape supérieure. Oui, respirez un bon coup, allez, vous allez maintenant publier votre texte. La publication! La publication, c'est l'action de publier un texte, une revue, un livre. C'est aussi l'action de porter à la connaissance de tout le monde un acte. Ouais, donc on a publié un texte d'une, porté à la connaissance des autres, deux. Alors oui, j'insiste sur ces 2 points. Alors certains vont me dire, non mais c'est bon, j'ai écrit mon histoire, maintenant je la laisse là où elle est et basta. Ok, à vous de voir, c'est juste dommage d'avoir travaillé tous ces mois pour rien et pour ne pas sauter le pas. Alors il y a également celles et ceux qui n'ont pas confiance en eux. Non, je ne peux pas publier sur Wattpad, on va me dire que c'est de la merde, non, je ne peux pas envoyer à une maison d'édition, personne ne me lira, mais stop! Si vous n'essayez pas, comment vous pouvez le savoir? Vous risquez quoi à envoyer votre manuscrit dans une maison d'édition? Une réponse positive ou négative en fait. Sachez que dans la plupart des CL, comités de lecture, dans lesquels je suis, c'est anonymisé. C'est-à-dire que je lis un texte, il y a souvent le résumé ou le synopsis et le pitch. On en reparlera très bientôt de tout ça. Mais c'est tout. Il n'y a parfois pas votre nom, donc en fait, on ne sait pas. Il y a juste, à la limite, votre adresse mail, mais ça encore une fois, c'est très souvent le président ou la présidente du comité de lecture, ou à la limite celui ou celle qui sélectionne les manuscrits. Je fais partie de ça un petit peu aussi. À la limite, oui, il y a l'adresse mail qui peut peut-être nous indiquer, mais personnellement, on voit tellement d'adresses mail passer que on les retient pas. Alors, idem pour les plateformes de publication en ligne comme Wattpad par exemple, la communauté peut être soit bienveillante, soit pénible, ça... Alors ça un petit peu partout. Il y a de tout, c'est un petit peu comme dans la société. D'autres vont préférer Scribd en fait pour avoir des corrections sur leur texte, mais après sur Wattpad et peut-être aussi sur Plume d'Argent, qui est un petit peu une nouvelle plateforme en ce moment, des éditeurs peuvent s'y promener aussi. Il y a des défis, des concours, et d'autres évoqueront également la plateforme Fictia, AO3, Fiction Presse, Fanfiction aussi.net, comme on a parlé par exemple Capucine, et il y a également aussi des blogs et aussi vos sites. En bref, vous avez le choix. Les différents modes de publication. Alors j'ai lancé un sondage sur Twitter qui a recueilli plus d'une centaine de réponses. Alors en grande majorité, vous préférez la plateforme Wattpad, suivi de Scribd, d'autres et en tout petit de Fictia. C'est vrai que Wattpad arrive en tête avec 64% quand même. Alors déjà, comme il y en a beaucoup qui me l'ont fait remarquer tout de suite en commentaire, n'oubliez pas de bien lire les CGU, donc les conditions générales d'utilisation d'un site. Oui, je sais, c'est long, c'est pénible, il y a parfois beaucoup de pages et beaucoup de caractères. Mais s'il vous plaît, parce que des fois vous pourriez avoir des surprises. Vous pouvez effectivement aussi retrouver mon tweet avec le sondage, les réponses et les commentaires des gens, surtout que le Peggy 18 m'a bien fait rire, dans les sources, comme d'habitude. Alors c'est parti pour les plateformes de publication en ligne, on commence par Wattpad. Wattpad c'est canadien, ça a été créé en 2006 par Allen Lowe et Ivan Huen. On remerciera mon accent anglais. On s'inscrit, c'est gratuit. Alors la plupart des plateformes de publication, c'est souvent gratuit, que ce soit Wattpad, Scribd ou Plume d'Argent, c'est gratuit. On peut écrire, partager des récits, des fanfictions, des poèmes, RIP la mouette, fiche, des romans aussi de tout genre, des articles aussi également, en les rendant accessibles en ligne ou aussi sur l'application mobile. Donc en gros, vous avez la possibilité d'une lecture aussi hors connexion. Et en exclusivité, il y a une ambassadrice Wattpad qui a accepté, on va dire, de me fournir un témoignage. Vous allez voir, c'est assez croustillant. Alors sur Wattpad, les lecteurs sont invités à poster leurs commentaires, tant sur un auteur, un livre ou même aussi carrément un paragraphe. Les utilisateurs de Wattpad peuvent donc partager leur passion des livres. Vous pouvez aussi également mettre des histoires dans votre bibliothèque. Et récemment, vous pouvez même lire des histoires payantes. Ce site permet également d'envoyer des messages autres des utilisateurs, développant ainsi la communication entre écrivains et leur public. Il y a aussi un petit peu de bouche à oreille du coup sur les histoires publiées également. Wattpad propose une zone d'écriture simple, vraiment extrêmement simple, vous avez absolument aucune fioriture de traitement de texte, et si vous voulez par exemple mettre vos tirets quadratins, il faut les transférer en fait d'un traitement de texte, comme Word par exemple, sinon vous ne les avez pas d'office, et la mise en page est simple au plus haut point. Cela est fait apparemment pour que les auteurs puissent vraiment se concentrer sur l'histoire et leurs personnages. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une image ou une vidéo en en-tête de chapitre, c'est plutôt pas mal pour ça. Alors oui, vous êtes au courant, il y a certains auteurs qui ont été connus grâce à Wattpad, certaines œuvres ont été éditées, publiées, même adaptées au cinéma pour certaines d'entre elles.
En France, c'est Morgane Bicay qui a par exemple vu son premier roman qui était sur Wattpad se faire publier par Michel Lafon en 2016, ce qui n'est quand même pas rien. En juin 2019, le site comptait quand même 4 millions d'auteurs, 70 millions d'usagers qui consacrent 22 milliards de minutes par mois, ça fait beaucoup hein, et qui placent 200 millions de commentaires. Et 80% des usagers ont moins de 25 ans. Oui, vous allez sentir un petit peu les points négatifs arriver. Alors déjà, premier point négatif, il faut évidemment sortir du lot. Et vu le nombre effectivement d'auteurs qu'il y a sur Wattpad, ça peut être un petit peu difficile. Le deuxième point négatif, c'est que les usagers, la majorité, ont moins de 25 ans. Alors oui, je sais, la maturité, c'est pas avec l'âge hein, qu'on l'acquiert, mais on s'en rend un petit peu compte dans certains commentaires et dans certaines réactions parfois. Également aussi, sur Wattpad, il y a le risque de plagiat. Alors la plateforme essaye vraiment de tout faire pour remédier à ça. On ne peut pas copier-coller un texte évidemment, mais des personnes peuvent le réécrire, on va dire le retranscrire hein, carrément, avec des logiciels de retranscription audio ou autres. Eh oui, hein, il faut de la patience, mais certains sont capables de tout. Alors, voir ma petite vidéo concernant le plagiat. Alors, que faire? Déjà, pour lutter contre le plagiat, il y a certains auteurs qui laissent exprès des fautes. D'autres aussi qui ne publient que des extraits, on va dire des courts chapitres. Des fois, il n'y a même pas tout le chapitre qu'ils ont écrit sur Word, mais c'est juste pour donner un avant-goût. Ou aussi protéger ses écrits, on va en reparler, hein, mais il n'y a pas grand-chose, on va dire, d'autre à faire, malheureusement. Vous savez également que sur Wattpad, il y a des concours, dont le prix Whattis. Alors, une ambassadrice Wattpad a accepté de me parler, alors clause de confidentialité oblige, elle ne peut pas tout dire, et pour protéger les ambassadeurs, hein, je la comprends, on va dire que je garde un petit peu son anonymat, même si vous devriez un petit peu deviner de qui il s'agit, puisque dans sa biographie, elle a effectivement dit qu'elle était ambassadrice Wattpad. Je viens un petit peu de glisser un grand indice. Alors déjà, un ambassadeur, c'est quoi ? C'est un modérateur en plus classe. Les ambassadeurs de toutes les nationalités en réfèrent déjà toujours au siège pour chaque problème rencontré. Les décisions ne sont jamais prises à leur niveau. Ils sont là pour assurer le contact dans toutes les langues avec les utilisateurs et lire beaucoup. Il faut aussi traduire toute la prose du siège. Donc les documents techniques d'aide par exemple, les règlements du concours des Whattis aussi, ce qu'il en est. Ils répondent aussi aux questions des usagers et parfois il peut y en avoir beaucoup. Et également, ils peuvent aussi désamorcer des conflits entre des utilisateurs, parfois très immatures, hein. Je cite mon ambassadrice, hein. La majorité sont des adolescents qui réagissent parfois effectivement très mal. Les ambassadeurs essaient également d'expliquer les règles de contenu du site à ces mêmes adolescents, hein, sachant que Wattpad est canadien avec le côté un peu, dit bon, anglo-saxon. Donc les seuils de tolérance sont très bas pour tout ce qui est dit tout public. Concrètement, une scène de sexe explicite et ou de violence aussi explicite sera tout de suite classée en adulte. Alors ils appellent mature en fait dans la terminologie de la maison. Hein. Honnêtement, c'est très chronophage. Et là, on va dire, elle pose un petit peu aussi une alerte à celles et ceux qui aimeraient être ambassadeurs ou ambassadrices Wattpad. Faites attention, c'est très chronophage. Ultra bénévole et sans espoir de reconnaissance de la part des usagers. Ils ne se rendent pas compte. Mais ça peut aussi être très riche d'enseignements pour la gestion d'un site internet, hein, et aussi des trolls, hein, puisque la devise de la maison c'est quand même don't feed de trolls, hein, ne jamais répondre à la provocation, et ça je pense que vous êtes un petit peu au courant, il y a des trolls un petit peu partout sur internet, ne les nourrissez pas. Alors est-ce qu'elle avait une petite anecdote à me donner? Oui. Je me souviens qu'on s'était bien marré en découvrant dans les publications d'une personne un RPG sexuel qui mettait en scène des chiens, des chats et des dinosaures. Et après on parle de moi avec mon dinoporn. Son truc a complètement sauté. Après, il y a du moins drôle aussi. D'autres journaux et RPG sont moins rigolos. On a par exemple les boulimiques, les anorexiques, les suicidaires également qui tiennent des publications. Avec des noms de code féminins. Par exemple, mon amie Mia pour les boulimiques ou Anna, A-N-A, sur toutes ses formes pour une anorexique. Les ambassadeurs ont alors une fonction d'alerte comme en cas de harcèlement ou de revenge porn. Ils font aussi la chasse aux challenges, comme le Blue Whale Challenge, alors c'est toute forme de harcèlement, hein, je vous laisserai regarder sur Ecosia ce qu'il en est, c'est pas forcément très génialissime. Hein. Le mot de la fin? Wattpad est une fantastique expérience pour un auteur débutant ou confirmé afin d'avoir des retours. Il est en outre gratuit, hein, enfin pour le moment, hein, jusqu'à présent il l'est, et permet aux auteurs de conserver tous leurs droits sur leurs œuvres, même en cas de participation au Whattis.
ce qui n'est pas le cas partout. Voilà, donc ça c'était pour la petite interview que l'ambassadrice Wattpad m'a accordée, merci encore. Et donc on reprend. Donc, Wattpad, c'est en outre une plateforme sécurisée avec une équipe à l'écoute grâce à l'action des ambassadeurs. Maintenant, passons à Scribd. Créé par Arnaud et Manuel en avril 2015. Scribd, c'est francophone, hein, c'est un environnement d'écriture, d'apprentissage et de partage ouvert à toutes les plumes, débutantes comme confirmées. Son principal objectif est de permettre à chacun de progresser dans son art et d'améliorer ses œuvres. Ouais, j'adore leur message publicitaire. Chaque membre peut accéder donc gratuitement à la plateforme sociale de Scribd, hein. Évidemment comme Wattpad ou comme Plume d'Argent par exemple, c'est gratuit. La plateforme s'adresse effectivement à tout le monde, même si je l'ai trouvé un petit peu moins ergonomique que Plume d'Argent par exemple, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Ils ont aussi ce qu'ils appellent l'Académie, qui propose une collection d'outils et de contenus destinés à accompagner ses abonnés dans l'écriture de leur premier roman. C'est vraiment pas mal fait pour les auteurs vraiment qui débutent, donc les jeunes auteurs, les jeunes écrivains, vous avez vraiment plein d'astuces et d'outils on va dire là-bas. La moyenne d'âge est également plus élevée. Il y a aussi moins d'utilisateurs, hein, beaucoup plus de bienveillance sur cette plateforme, j'ai trouvé. Mais pour le moment, je n'ai pas encore eu d'écho de quelqu'un qui aurait eu un contrat d'édition avec un éditeur qui l'aurait repéré sur Scribd par exemple. Donc si jamais vous avez des échos ou si jamais vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est vrai que ça m'intéresse. Alors, Fish et d'autres auteurs ont parlé de cette plateforme dans le podcast Aquarium #1 que je vous mets effectivement aussi dans les sources. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas envie d'écouter tout le podcast, même s'il est génial, c'est à partir de 36 minutes qu'il parle de Scribd. Maintenant, parlons de Fictia. Alors tout comme les deux autres, vous pouvez écrire une story, histoire en English, participer à des concours et vous disposer d'un forum. Alors j'ai senti plus de concurrence sur ce site que les autres. Est-ce que parce qu'il peut y avoir des contrats à la clé? Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, je me suis sentie un petit peu moins à l'aise que sur Scribd ou que sur Plume d'Argent par exemple. Et cela s'est également vérifié quand j'ai lancé le sondage sur Twitter. Vous avez été très nombreux à envahir, on va dire, mes MP pour me parler des problèmes que vous avez rencontrés avec Fictia. Alors il n'y a rien de secret ou de caché, hein, puisque très souvent vous m'avez parlé par exemple des articles des CGU, donc des conditions générales d'utilisation, que je vous invite effectivement à lire, hein, comme sur tous les sites. Il y a effectivement des fois des petites choses que l'on découvre, et il n'y a rien d'illégal, hein, c'est sûr que c'est pas un contrat d'édition, mais voilà, c'est des conditions que vous êtes censé accepter et valider. Donc il faut vraiment bien les lire, car si elles ne vous conviennent pas, eh bien n'allez pas sur ce site. Alors on m'a communiqué ceci, attention je ne fais que de citer, hein, justement. Les textes qui sont publiés donc leur appartiennent pour 5 ans, alors c'est à peu près on va dire comme un contrat d'édition classique. Hein. À chaque modification, ça peut repartir à zéro. Donc c'est vrai que les 5 ans, ça peut vraiment être long à venir au bout d'un moment, et vous avez effectivement interdiction de les publier ailleurs. Et si en plus vous êtes édité par une maison d'édition via Fictia, effectivement il va se poser la question de vos droits d'auteur, il va se poser aussi tout un tas de questions. On va reparler là-dessus quand j'évoquerai les contrats dans une autre vidéo, il faudra effectivement bien lire aussi les contrats. Alors on reparlera des clauses dans d'autres vidéos, mais ça peut être un frein. Par exemple, alors je travaille avec des ME, et c'est vrai que quand un manuscrit est sous clause de préférence, même si la ME par exemple ne va pas faire jouer cette clause de préférence, on va préférer refuser le manuscrit parce que la ME serait dans son droit, on va dire, de faire appliquer cette clause. Alors une autre personne qui souhaitait effectivement rester anonyme est venue aussi me parler des points positifs, hein, puisqu'il y en a, des points positifs de Fictia évidemment. Il y a une communauté qui aide beaucoup, il y a le principe de déblocage qui permet de booster la productivité, et aussi on peut avoir la chance d'avoir des retours d'éditeurs et faire des rencontres, et des rencontres qui durent, pas juste des rencontres, bon voilà t'as publié ça et après basta. Non, vraiment des personnes avec qui vous pouvez continuer à discuter même après. On peut aussi également être repéré par la maison d'édition Hugo, donc c'est quand même une assez grande maison d'édition, avec du coup un travail éditorial qui est top, d'après ce témoignage reçu, et aussi en plus cette personne adore littéralement les couvertures d'Hugo. Mais il y a aussi d'autres problèmes, hein, comme d'autres sites où on a par exemple le système du vote, il peut y avoir une course au vote. Voilà, ça c'est un petit peu « votez pour moi, allez, mon histoire elle est géniale !» Tu ne l'as pas lu, mais c'est pas grave, tu votes quand même. Ça c'est un petit peu courant, dès qu'il faut voter pour une histoire ou une nouvelle. C'est sûr que quand vous avez besoin, on va dire, de voter, c'est pas forcément très objectif, hein, dans le sens où la personne peut peut-être ne pas l'avoir lu, c'est juste qu'elle vous apprécie bien, elle vote. Alors même si la plateforme essaie effectivement de remédier à ça, comme Wattpad par rapport au plagiat, il y a on va dire des petits inconvénients sur chaque plateforme. Alors une autre personne est venue me partager son expérience un petit peu douloureuse avec Fictia, mais si vous voulez en savoir plus, ça restera dans le cercle privé. Alors vous pouvez trouver effectivement toutes les informations utiles sur cette plateforme ou également aussi sur les autres, sur internet, sur Ecosia ou Google, si vous n'aimez pas planter des arbres. Il n'y a absolument rien de secret ou de caché, la plupart des choses sont en ligne.
Passons maintenant à Plume d'Argent. Alors Célia Rodmack est venue me parler de Plume d'Argent que je ne connaissais absolument pas et elle est en co-admin avec Champidon. Et alors Champidon, il faut absolument que vous la suiviez sur Twitter mais surtout sur Instagram puisqu'il y a un petit fantôme qui se balade sur ses publications. Elle poste des extraits aussi, des petits podcasts d'histoire et c'est vraiment génial. Non, elle m'a pas du tout graissé et léché la patte pour que je dise ça, pas du tout. J'ai un peu peur des fantômes. Alors, Plume d'Argent, c'est une plateforme communautaire où on s'efforce de mettre l'accent sur l'entraide. Ça, j'ai effectivement apprécié. C'est vraiment l'entraide, les échanges constructifs. En plus, le principe de base, c'est qu'on doit commenter le travail des autres auteurs pour pouvoir continuer à publier ces chapitres. Eh ouais, c'est du donnant-donnant en fait. C'est vrai que c'est un peu la première plateforme que je vois comme ça, alors que sur Wattpad on peut publier, sur Scribd aussi, même s'il y a beaucoup de retours. Là sur Plume d'Argent, vous avez envie de publier, et ben essayez justement d'aider un autre auteur. Ça peut, on va dire, un petit peu aussi se forcer à sortir de sa coquille. Ce que j'apprécie aussi également, c'est qu'on peut voir les membres. Vous avez la liste des membres avec leur petite photo. C'est assez facile d'utilisation, le site est vraiment extrêmement ergonomique, je pense que c'est le site le plus ergonomique que j'ai trouvé pour le moment. On peut facilement aussi rajouter des histoires, on peut avoir une pile, donc une pile à lire très rapidement. Et on peut sélectionner si les histoires sont terminées ou non. Alors ça, je crois que sur Wattpad, c'est aussi la même chose. Alors j'ai pas encore trouvé comment faire. Alors je ne sais pas si sur Scribd, on peut sélectionner que l'histoire terminée. À voir. Affaire à suivre en tout cas pour cette plateforme. Alors un peu moins connu également, Atramenta. Alors c'est par là que Jeanne Malisa est passée, voir sa chronique vidéo. On peut déposer un texte, le lire gratuitement et aussi se faire publier, lire des histoires payantes ou alors certaines qui sont entrées dans le domaine public. Il y a un forum de discussion et vraiment beaucoup de choses à découvrir. Moi je dis pourquoi pas. Je n'ai pas encore eu le temps de tester vraiment ce site, ça me paraissait pas mal. Enfin, il y a également l'Agora des écrivains. Ça va bientôt sortir, je me suis portée volontaire pour tester leur version bêta, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il en est. J'aurai peut-être, on va dire, plus d'infos prochainement. En bref, c'est vrai que vous publicitez surtout Wattpad, on va dire pour les échanges, pour la visibilité, et Scribd pour les commentaires. C'est vrai que question, on va dire, bienveillance, entraide, pour l'instant, Scribd est un petit peu, on va dire, au-dessus du lot. Il y a beaucoup plus de commentaires, par exemple, constructifs que sur Wattpad, j'ai trouvé. J'ai farfouillé un petit peu les histoires, c'est vrai que c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Mais il ne faut pas aussi également oublier vos sites. Comme l'auteur et vidéaste Matt Desjouy me l'a communiqué effectivement en commentaire, vous pouvez publier des extraits ou carrément des nouvelles sur vos sites internet, ou vos blogs à la limite, si vous avez des blogs. C'est aussi à prendre en compte puisque ça peut vous faire une vitrine. Alors attention aussi, il se peut que vous ayez moins de visibilité que sur certaines plateformes comme Wattpad, puisqu'effectivement il faut quand même avoir un certain réseau pour avoir, on va dire, voilà, une visibilité, des retours là-dessus. Mais pourquoi pas? Et effectivement aussi vos blogs. Alors effectivement, je mets volontairement de côté d'autres structures, hein, puisque on m'en dira certainement après que je tourne la vidéo, et déjà au moment d'écrire la vidéo, j'en ai découvert effectivement d'autres, mais j'ai préféré, on va dire, me concentrer sur celles que les twittos m'ont vraiment citées très souvent, et les personnes aussi qui sont venues en MP me parler en fait. Alors voilà, ça c'était pour les réseaux sociaux d'écriture et les plateformes surtout en ligne. Alors à titre personnel, mon choix se porterait sur Scribd pour les retours et la bienveillance. Plume d'Argent pour l'instant c'est très ergonomique, j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il en est. L'Agora des écrivains, on va voir. Et Wattpad, j'ai quand même publié une petite histoire sur Wattpad qui n'est pas encore terminée, mais j'ai bien aimé, on va dire, la facilité, la simplicité, on va dire, d'utilisation de Wattpad. C'est parti maintenant pour d'autres formes de publication. L'auto-édition. Alors on va vraiment faire une vidéo sur l'auto-édition plus tard qui sera vraiment plus complète. Là c'est pour vraiment dégrossir la chose. Alors oui, il y aura une plus grande vidéo, un peu plus exhaustive on va dire, sur l'auto-édition. Là c'est vraiment pour dégrossir les modes de publication. Donc déjà on se met d'accord tout de suite, l'auto-édition c'est un choix. On répète avec moi, l'auto-édition, c'est un choix. J'ai choisi de m'auto-éditer pour certaines de mes sagas. Ce n'est pas parce que les maisons d'édition ont refusé, enfin, il y en a une en fait qui a refusé une seule de mes sagas d'ailleurs, et pas les autres. Et j'ai même gardé les contrats d'édition, pour les petits malins qui diraient « Ouais, tu dis ça parce que... » Non, je garde absolument tout. C'est effectivement le fait de choisir, d'avoir la main sur tout. Donc oui, l'auto-édition, c'est un choix. Alors arrêtez de dire « Ah là là, mais ton histoire, c'est parce qu'elle a pas plu à des maisons d'édition que tu t'es auto-édité ?» Non, c'est tout simplement parce qu'on a envie d'avoir la main sur tout, parce qu'on n'a pas eu envie de faire des modifications vraiment très profondes et majeures de notre histoire, ou alors tout simplement aussi parce que les maisons d'édition offrent peu de droits d'auteur, ou tout simplement parce qu'on a envie de tester justement ce mode de publication là, donc arrêtez de dire « Ah là là, tu t'es auto-édité, c'est certainement nul ». Non. Les avantages de l'auto-édition, on fait tout. Oui, on fait tout, on garde tout, donc on garde nos droits justement sur nos textes, on ne cède absolument rien. Alors oui, je mets de côté pour l'instant les prestataires de services, etc. pour l'auto-édition, on verra ça plus en détail plus tard. Pour le moment, on dit on va s'auto-éditer, voilà, on est tout seul, on s'auto-édite, on garde tout. Mais il y a aussi des inconvénients.
Oui, parce que vu qu'on fait tout, eh bien, on fait tout. Ne rigolez pas, hein, ça veut dire effectivement que vous allez devoir faire la correction, la mise en page, que vous allez aussi devoir assurer la promotion de A à Z. Alors oui, je sais hein, que même par rapport à des petites maisons d'édition, il faut aussi assurer la promotion, mais en AE, c'est vraiment ça. Ou aussi également vous inscrire en salon. Pour éviter de faire trop répétition, n'hésitez pas à regarder la vidéo de Matt Desjouy, auteur, sur est-ce que l'auto-édition est faite pour vous ? Car effectivement, c'est la question que vous allez devoir vous poser. Je l'ai aussi déjà dit dans une interview que j'ai donnée pour Coralie Raphaël sur son blog. Est-ce que vous êtes prêt pour l'auto-édition? Est-ce que vous êtes vraiment prêt à bosser votre roman de A à Z? Parce que ça demande vraiment beaucoup d'heures de travail. C'est pas juste, vous avez fini votre bouquin et allez hop, vous le mettez par exemple sur Amazon. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc est-ce que vous êtes prêt? Prenez vraiment le temps d'y réfléchir. On développera effectivement plus dans une vidéo quand on gérera effectivement l'auto-édition et quand je vous montrerai comment faire, mais c'est vrai qu'il y a certaines règles éditoriales qu'il faut respecter. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. N'oubliez pas aussi qu'en auto-édition, on souffre, on va dire, un petit peu d'une mauvaise réputation à cause justement de certains auteurs qui publient sans forcément regarder les règles éditoriales, qui publient sans corriger. Et après, du coup, on a justement l'histoire avec une certaine libraire. Non, mais moi, jamais j'accepterai de livre auto-édité parce qu'il ne respecte aucune règle. À nous justement de montrer que si, on respecte les règles éditoriales et que notre roman, il est aussi bien fait, aussi bien corrigé, aussi bien mis en page qu'un roman d'une grande maison d'édition. Voilà. Et l'auto-édition vaincra, peut-être. Et aussi également l'édition traditionnelle. Donc l'édition traditionnelle, les maisons d'édition. Alors attention, je ne parlerai que des maisons d'édition à compte d'éditeurs. On fera un petit aparté sur les maisons d'édition à compte d'auteur dans une vidéo, mais moi je ne vous recommanderai toujours que des maisons d'édition à compte d'éditeurs. C'est-à-dire celles dans lesquelles vous ne payez rien. C'est ça une maison d'édition. Vous ne payez rien, vous ne payez pas pour être publié. C'est vraiment l'éditeur qui va supporter toutes les charges. Alors oui, vous allez peut-être pouvoir payer par exemple pour vous déplacer en salon, ou peut-être il y a certaines maisons d'édition aussi qui demandent de participer un petit peu aux frais de la ME pour les salons, mais on vous impose pas, on va dire, d'aller en salon. Donc vous n'êtes pas obligé de payer. Alors, certains auteurs, ce n'est pas le cas de tous, rêvent d'être édités. Pour une bonne partie, c'est viser les grandes maisons d'édition, avoir un livre en tête de gondole dans une librairie, ou pour d'autres, c'est juste savoir si son livre en vaut la peine via un éditeur, un même petit qui publierait par exemple une vingtaine de titres par an. Alors j'ai trouvé un billet de Julie Salmon de 2012 qui résume assez bien la situation, vous pouvez retrouver effectivement l'article dans les sources, comme d'habitude. Chaque romancier inconnu a une chance sur 6000 d'être publié, soit 0,016% de pouvoir débuter sa carrière. Les éditeurs français publient en moyenne plus de 600 livres par an. C'est peu et c'est beaucoup, en même temps si l'on considère que chaque maison d'édition reçoit entre 100 et 8000 manuscrits par an. Gallimard apparemment est le champion de toute catégorie, d'où un taux de sélectivité important. Sur l'ensemble des romans édités sur un an, seules une dizaine dépasse les 50 000 exemplaires. Le tirage moyen d'un premier livre se situait à peu près à 7600 exemplaires en 2005. Selon le syndicat national de l'édition, le SNE, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Alors oui, pour le moment, je n'ai pas encore farfouillé pour trouver des chiffres un petit peu plus récents, même si à mon avis, on devrait être près toujours dans ces eaux-là. Alors à titre personnel, dans un des CL dans lesquels je suis, on reçoit jusqu'à 50 manuscrits par mois. Et on en sélectionne 4. Soit un par semaine. Dans d'autres CL, ça peut être différent, évidemment. Cela va dépendre de la ligne éditoriale de la maison d'édition, mais aussi également de ce que cherche l'éditeur. L'éditeur, par exemple, peut lancer un appel à texte parce qu'il va ouvrir une nouvelle catégorie, parce qu'il va y avoir un nouveau directeur ou une nouvelle directrice éditoriale aussi qui va ouvrir une collection, pourquoi pas? Mais grosso modo, c'est un petit peu ça. Imaginez quand même que sur 50 manuscrits, il n'y en a que 4 qui sont sélectionnés, même au niveau des petites maisons d'édition. Donc oui, la sélectivité est extrêmement importante et on verra d'ailleurs prochainement comment faire pour envoyer son manuscrit correctement à une maison d'édition, puisque déjà il y en a qui ne passent pas, juste parce qu'ils ne respectent pas la mise en forme qu'on demande. Ce qui est dommage. Donc, les maisons d'édition à compte d'éditeurs, avantage. Vous ne payez rien, l'AME s'occupe de tout, la mise en page, la correction, la couverture aussi également, la publication. Alors attention, je mets aussi un petit bémol pour la promotion, puisque les grandes ME, oui, s'occupent bien de la promotion, les petites ME, ça dépend. Le deuxième point, c'est le bonus de visibilité par rapport aux auto-édités, surtout pour les moyennes et grandes maisons d'édition. Alors il y a certaines petites qui s'en sortent pas mal, question promotion, vraiment, mais elles sont vraiment très actives sur les réseaux sociaux, d'autres un petit peu moins.
Vous pouvez faire aussi des rencontres, c'est aussi un autre point positif des ME, parce que vous allez voir des directeurs éditoriaux, des auteurs, vous allez aussi faire la connaissance d'éditeurs, et puis aussi en salon, il y a pas mal de, surtout des grands salons, où les éditeurs sont d'un côté, les AE de l'autre. Alors malheureusement, c'est complètement séparé, moi aussi je trouve ça extrêmement dommage, puisque je suis hybride. Donc à chaque fois, je suis un petit peu obligée de me mettre entre les deux, parce que malheureusement, ils ont toujours pas compris qu'on pouvait être les deux, parfois. Mais vous pouvez effectivement rencontrer via votre éditeur d'autres maisons d'édition. Ou à contrario, si vous êtes auto-édité, aussi découvrir d'autres auteurs auto-édités. Bon, ça n'enlève pas un petit peu la concurrence, hein, et ça, ce sera effectivement dans les inconvénients. Déjà, un premier inconvénient de maison d'édition, vous allez céder vos droits. Et ce, pour une durée déterminée, plus ou moins longue. On en reparlera au niveau des contrats, mais lisez bien les contrats, puisque parfois ça peut être très très long la durée. Faites attention à ça. Avant de signer, lisez bien votre contrat. C'est long. C'est parfois très très long. Dans une maison d'édition, on va dire qu'on met à peu près 3 à 4 mois pour sélectionner un manuscrit. Après, il y a l'envoi du contrat, il va falloir le signer. Là, il y a aussi la feuille de route, on va dire un petit peu les annexes qu'on met à un contrat. Et c'est très souvent entre 8 mois et 1 an, la publication vraiment au maximum. Ça peut être vraiment très long, alors que l'auto-édition, à partir du moment où vous avez corrigé votre récit, vous faites la mise en page, vous pouvez facilement publier en fait 2-3 mois après la fin de la correction, par exemple. Donc oui, ça veut dire qu'il y aura eu des réécritures et des relectures, hein. C'est pas juste après avoir mis le mot fin que vous allez vous précipiter sur le bouton publier. C'est vrai donc que l'édition traditionnelle, c'est beaucoup plus long que l'auto-édition. Si vraiment vous avez envie de publier, de faire connaître votre histoire très vite, c'est vrai que l'édition n'est peut-être pas forcément faite pour vous. Également aussi si vous voulez conserver vos droits. Aussi, également, ce n'est pas parce que vous avez signé un contrat que le livre va sortir. Attention à ça. Vous risqueriez d'être très surpris. Ce n'est pas parce qu'on signe qu'on est certain que ça sorte. Alors oui, ça nous fait un petit peu mal au cœur, ça fait du mal au moral aussi, parce que bon, on se dit, bon bah voilà, ça doit être publié en temps, etc. Mais après aussi, ne le prenez pas forcément mal. Si c'est arrivé, eh ben c'est arrivé. Et puis c'est pas grave, si par exemple la maison d'édition a décidé de vous rendre vos droits, ou si par exemple, eh ben, elle a fermé ses portes, ça peut aussi arriver. C'est pas grave, on va rebondir, vous allez refaire tout ça, vous allez peut-être réécrire, redonner tout ça à vos bêtas et le sortir en auto-édition ou le renvoyer aussi à d'autres maisons d'édition. C'est ce que j'ai fait par exemple pour un de mes ouvrages où j'avais finalement récupéré mes droits. J'avais vu que d'autres maisons d'édition étaient extrêmement intéressées. Je me suis dit bon ok, si des maisons d'édition sont aussi intéressées, c'est qu'il y a vraiment du potentiel et je vais le sortir en AE. Voilà, bon, on reparlera de toute manière de ça plus en détail, hein. Là c'était vraiment pour dégrossir l'auto-édition, le fait que c'est un choix, je voulais vraiment insister là-dessus, et l'édition traditionnelle, où voilà, il y a des avantages, mais également des inconvénients. De toute façon, il y a des avantages et des inconvénients dans tous les modes de publication. Alors, n'allez pas justement juger quelqu'un parce qu'il veut choisir l'AE, ou au contraire parce qu'il a envie d'être édité dans une maison d'édition. Chacun son choix. En résumé, peu importe votre choix, il faut que celui-ci vous convienne. Donc prenez bien le temps d'y réfléchir, de vous poser, par exemple, de vous poser les bonnes questions, de prendre du recul. N'oubliez pas que ce soit en ligne, donc sur Wattpad, Scribd, Plume d'Argent, ou alors en auto-édition ou en maison d'édition, votre livre peut ne pas plaire à tout le monde. Et c'est normal, puisque les goûts et les couleurs, hein, dans la nature, on en a pour tout le monde. Acceptez les critiques bienveillantes et constructives et ignorez les autres. Comme j'ai déjà dit, hein, get out. Celles qui ne vous intéressent pas, celles qui sont vraiment mais pas argumentées, ne vous intéressez pas à ça. Intéressez-vous vraiment à ce qui est constructif et bienveillant pour vous faire avancer. Donc nous verrons dans cette saison 3 comment gérer aussi un retour positif ou négatif d'une maison d'édition, comment publier son livre de A à Z via les plateformes d'édition, comment aussi protéger son manuscrit. Un très très beau programme qui nous attend sur la chaîne. Voilà, c'était la première vidéo de la saison 3 de Tata Nexua, les conseils de publication, on y arrive. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire. Pour nous soutenir et apparaître à la fin du générique, foncez sur YouTube ou Tipeee, les liens sont dans la description. Et en attendant, soignez votre plume!